Alors bienvenue sur MAG, aujourd'hui on a la chance d'être avec Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet. Comment ça va du coup alors? Pluvieusement. Pluvieusement, n'est-ce pas? On a dû enfiler des pulls. Alors on va revenir un petit peu sur votre carrière. Donc j'ai eu, là en ce moment vous repassez La Cité des Enfants Perdus qui va arriver en version restaurée. Et en fait j'ai eu l'occasion un petit peu de revoir les films aussi pour cette interview. Et je me suis posé quelques questions sur vos influences vis-à-vis de la BD, donc notamment Marc Caro. Sur ton travail, tu avais été dans Métal Hurlant. Et je voudrais savoir quelle est l'influence de la BD sur ton travail au niveau de la direction artistique. Les années 70-80, c'est Randy Xerox, c'est Drouillet, La Nuit. Est-ce que tu pourrais nous en parler davantage? Oui, puis ça ressort là. Et je republie dans Métal qui est ressuscité de ses cendres là, tu vois. Et donc, moi voilà, c'était quand même mon média de base, la bande dessinée, hein, mais ça se retrouve après, ça a été une genre de, comment ça s'appelle, d'évolution complètement naturelle, puisque nos films, ils sont quand même tous storyboardés. Donc c'est vrai que, voilà, moi j'ai fait les storyboards des films sur les têtes à Toto de Oui, c'est ça. voilà. Et donc... Puis l'animation aussi. Voilà, et puis on avait... Voilà. On s'est rencontrés au Festival d'Annecy. Hein. Tout à fait. C'est une revue Fantasmagorie. Qu'il avait créée, qui s'appelait Voilà. Fantasmagorie. Et il y a eu un genre de parcours comme ça, presque naturel. Moi, c'est vrai que j'aime les petits crobards, c'est sur papier depuis que je suis tout môme. Hein. Et puis, bande dessinée, tout ça. Puis c'était un truc plus facile d'accès. Puis on s'est rencontrés, on avait cette passion commune pour le cinéma d'animation. Hein. Donc on s'est retrouvés à Annecy, et puis on avait les mêmes goûts quand même aussi, tu vois, les Caroline Leaf, Alexeyev, Rybinski, la Guilloni, tout ça, enfin, tu vois, on est un peu issus de tout ça, même les Shadok et compagnie, tu vois, voilà. Et donc, voilà, et puis, moi j'ai toujours ressenti ça presque comme une évolution darwinienne presque naturelle, c'est super de faire tes petits crobards, mais tu dis oh putain ce serait pas mal si ça bougeait, tu vois, donc tu fais, ça devient, moi j'ai fait, le premier truc que j'ai acheté, c'est toi aussi d'ailleurs, une caméra Super 8 Bauer, image pour faire des petits films d'animation, et puis c'est pas mal, ça bouge et tout ça, mais c'est quand même un peu plat et tout ça, donc voilà, les petites sculptures, les petites poupées, les marionnettes et tout ça, et puis en plus c'est un premier pas vers, faut que tu fasses un petit décor, faut que tu l'éclaires, tout ça, tu vois, puis c'est pas mal les marionnettes, c'est quand même sympa. Bon, c'est un peu long et laborieux à animer tout ça pour avoir n'importe quel mouvement, mais bon, quand même, tu vois, tu commences à avoir un petit univers que tu manipules, mais avec des acteurs, ce serait tellement mieux, hein, quand même. Voilà, et donc tu vois, il y a une genre de pente glissante comme ça vers la cinématographie, le studio. Oui, je sais pas, mais moi j'animais les dessins d'un certain dessinateur qui s'appelait Patrice Lecomte. D'accord. Il faisait des dessins dans Pilote et moi je les découpais, je les animais. Donc ça fait marrer quand je lui racontais ça. C'est une évolution finalement parfaitement naturelle de la BD vers le cinéma. Alors, tout à fait. Et l'animation, tu fais tout seul. Parce que nous on n'est pas du sérail, on est toi. Et tu fais tout dans ta cuisine, tu fabriques tes trucs. Et puis après, à deux, on en fait un peu plus. Mais le bunker, c'était du bricolage. Ouais, on a bossé on était pendant tous un les an et deux. demi à faire tout. On n'avait même pas des outils, c'était vraiment la bite et le couteau. Quand il fallait une perceuse, on la louait, quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Les costumes, le moindre machin, on a tout fait. Et pour ce qui est de l'omniprésence finalement aussi au niveau des couleurs, qu'il s'agisse de Délicatessen ou de La Cité des Enfants Perdus, il y a vraiment ce côté cuivré et en même temps le vert qui est omniprésent. Je me suis demandé, parce que moi je pensais à La Nuit en fait dans les BD qui avait vraiment éclaté les codes à l'époque de Drouillet, qui avait été un peu c'est marrant, moi je suis très pote avec Philippe Drouillet, mais j'aurais pas dit que c'était une de mes inspirations. Ouais, tu vois, moi une inspiration en tout cas, bon c'est plus Corben, Masse, enfin tu vois des trucs, et puis plein de Gustave Doré, tu vois des trucs comme ça très gris et tout ça, et après un cinéma aussi soit expressionniste, soit tout le réalisme fantastique et la poésie tu vois, de Carnet, Prévert, etc. Mais les couleurs, j'en vois précisément le moment où tu as eu l'idée. On est assis dans le salon à Etretat, dans la maison qu'on nous prêtait là. Et tu parles de Chirico. Oui, tout à fait. Et de Noël avec le rouge et le vert. Voilà.
Ça, c'était pour la cité, ça. La cité, Ce qu'on retrouve autant dans Delicatessen. Ouais, et Delicatessen, le côté doré, c'est un peu Darius Khondji qui a eu l'idée de la nuit, au lieu de faire du bleu, du froid, de faire du doré. Au début, c'était un peu choquant. Puis, il y a un autre personnage qui est très important dans l'histoire, c'est Ivan Lucas, qui était l'étalonneur. Et quand on a filmé dans les égouts, il nous a sorti du gold, quoi. C'est devenu le French Gold, d'ailleurs, aux États-Unis. Qui mélangeait un peu du vert sur la cité et du gold, c'était hallucinant à l'époque. Et il y avait cette volonté aussi, nos inspirations c'était Brassailles, Douaneau, les films de Carnet-Prévert, du Vivier, tout ça, tu vois, le cinéma Cocteau et compagnie, tu vois, mais tous ces trucs-là, on les voyait qu'en noir et blanc. Oui. Et quand tu vois les planches, en plus toi tu en as un original comme ça, les dessins de Trauner, d'Alexandre Trauner, ses peintures, ses aquarelles, tout ça. Voilà. Et voir toute cette imagerie-là en couleur, je pense que c'était ça le petit truc qui m'excitait, tu vois, de se dire, ah putain, mais qui avait la couleur de la robe de, tu vois, dans Hôtel du Nord, là, de Arletty, etc. L'autre, son pull, tu voyais qu'ils avaient des jacquards et des trucs comme ça, mais c'est en noir et blanc. Et là, voilà, traduire ce truc-là, c'était quand même sympa. Et puis aussi quelque chose qui est marquant dans vos films, le côté un peu steampunk aussi, évidemment, mais la présence des machines, des gadgets, constamment. C'est un peu, moi ça me rappelle un peu les machines célibataires, enfin des choses qui fonctionnent un peu de manière autonome. Moi j'ai un projet, je suis un fan absolu de Roussel, donc. Ça tombe bien pareil. Oui, Locus Solus, j'adorerais tellement adapter ça moi aussi. Et Jules Verne, enfin bien sûr. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, on a fait une expo à la Halle Saint-Pierre qui a été à Lyon, qui a fait 180 000 visiteurs en tout, avec tous les objets de nos films. Il n'y a pas beaucoup de metteurs en scène français qui pourraient faire ça. Et comme disait Marc, les objets sont des personnages. C'est comme la pantoufle de verre de Cendrillon, quoi. C'est des personnages. On fait des contes, on a toujours revendiqué ça, de faire des contes après modernisés, avec un peu matinée de science-fiction, de steampunk et tout ça, même si à l'époque, nous, ça n'existait pas encore. Non, c'était le début, comme je faisais référence à Rank Xerox tout à l'heure aussi, c'était les débuts. En plus, moi, je connais bien... Liberator. Ouais. J'adore cette auteur. Moi j'ai eu la chance, ils ont dû penser que j'étais italien à l'époque. Non, je te jure, Caro, tu vois. Et ils m'ont demandé de bosser dans la revue où ils ont tous commencé, là, Matotti, Liberator et tout ça, qui s'appelait Frigidaire. Et donc j'ai tout publié là-bas. Et oui, du coup, il y a aussi cette idée dans vos films, finalement, que les machines, elles font autant rêver qu'elles nous confisquent, en fait, un petit peu le rêve. Est-ce que vous avez encore un peu cette idée-là, maintenant, quand vous faites vos films, que les machines, c'est autant un danger que quelque chose qui fait rêver? Parce que tu es un peu geek, quand même, aussi. C'est ce que t'en fais, les machines. Tout à fait. C'est le mec qui est derrière. C'est des outils, tu vois, c'est comme un marteau, tu peux planter un clou et accrocher les doigts, lui fracasser un crâne. Voilà. Je me demandais également aussi dans vos films le recours à peu près systématique finalement à des acteurs qui ont un peu des gueules. Qu'il s'agisse de Dominique Pinon, je veux dire Dreyfus aussi. Enfin, je veux dire, vous faites aussi appel à Ron Perlman dans plusieurs de vos films, même dans Alien 4 comme dans La Cité des Enfants Perdus. D'où ça vient en fait cet amour aussi de gueule bien marqué? C'est Carnet-Prévert, c'est tous ces films-là, c'est Jules Verne, c'est tout un cinéma. C'est Saturnin Fabre, c'est Carrette, c'est tous ces gens-là. Michel Simon, Louis Jouvet et compagnie. Puis même après, tu vois, quand tu vois encore les gueules de Gabin vieux, Ventura et tout ça. Même Bourvil, tout ça, c'était des gens qui avaient vraiment une personnalité physiologique comme ça. Tu vois. Donc ça vient aussi du fait que c'est quand même plus sympa de dessiner une bouille avec du caractère. Il y a un truc que j'aimais bien que tu disais, c'était qu'il y a l'art grec et il y a l'art africain. Et nous, on est plutôt art africain. Très expressif. C'est notre forme de beauté. Je me demandais également aussi la présence du labyrinthe, c'est-à-dire dans la construction de vos décors. On a l'impression que c'est systématiquement labyrinthique. J'ai entendu ça, les couloirs et tout. Le côté carnavalesque, il y a toujours quelque chose qui sort, une trappe qui s'ouvre. Alors ça, effectivement, mais dès le bunker, il y a un genre de côté labyrinthique comme ça. Moi, ça vient de Escher. J'adore Maurice Escher, tu vois, ces genres de trucs avec des escaliers où tu peux marcher un peu dans tous les sens et tout ça. Et j'ai fait pas mal de petites recherches vidéo expérimentales où je vais encore plus dans ce genre de bazar-là. D'accord. Je me demandais également aussi, c'est plus directement peut-être pour toi, Jean-Pierre Jeunet, vis-à-vis
d'Alien 4, sur lequel tu avais été réalisateur. Donc, ça aussi, il y a des couloirs. Hein, ouais. Oui. Je me demandais si, Alien, tu en avais fini aussi avec cette licence, parce que tu avais apporté quelque chose de très original aussi à la franchise. Est-ce que si maintenant on est de voir, on disait Jean-Pierre Jeunet, est-ce que tu voudrais faire un nouveau Alien? Ça risque pas, hein, parce que maintenant les Américains le détestent, le mien, parce que j'ai en effet un film artiste, qui est un très gros mot aux États-Unis. Ils aiment bien les films bourrins, un peu, les films vraiment. Si Joss Whedon, le scénariste, l'avait fait, il aurait fait 200 millions de dollars, parce qu'il sait faire des films qui plaisent aux geeks américains. Moi, j'en ai fait un film arty avec la complicité de Sigourney Weaver. On se disait, oh, putain, cette scène d'action, ça craint, on va la faire tomber dans un nid tout pourri d'aliens. Elle se régalait, moi aussi. Mais à l'époque, ils me donnaient la liberté, ils étaient contents. Hein. Mais ça a plu. En France, j'étais comme si j'avais gagné la Coupe du Monde à moi tout seul. Mais aux États-Unis, ça fait que 50 millions de dollars parce que l'humour un peu bizarre, c'était pas leur truc, quoi. Donc je pense pas qu'ils m'en proposent un autre. Mais en même temps, la licence Alien, enfin, tu vois, a tout le temps été confiée quand même un peu à des auteurs. Oui, ils ont quand même toujours laissé quand même. Kassovitz avait dit, on dirait un film de Jeunet avec des aliens dedans. J'aimais bien ce complément. Et c'est vrai que le Cameron, c'est très Cameron, le David Fincher aussi. C'était bien. À l'époque, ils avaient ce courage. Ils l'auraient pu aujourd'hui. Mais d'ailleurs, il y avait aussi des gens qui ont travaillé, enfin des membres de ton équipe qui avaient travaillé sur la cité des enfants perdus. Tous les Français là-bas. Qui étaient aussi dessus, parce qu'on le retrouve aussi. À tout le monde. Et qu'est-ce que tu penses aussi, qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs du cinéma maintenant au niveau de la construction? Je veux dire, avant, il y avait un côté quand même très organique, on faisait des décors à la main, il y avait des limites matérielles, je sais pas, je regarde la Cité des enfants perdus, il y a des poissons, il y a des mouettes, ça doit puer, je veux dire, il y a ces choses-là. Maintenant, tout est un peu en image de synthèse, même dans Alien 4, il y a quand même des maquettes assez folles aussi de l'Alien. Qu'est-ce que vous pensez de cette manière de travailler maintenant? Il y a quand même des choses mieux. Les aliens aujourd'hui, putain, en synthèse, dans les deux derniers, ils sont formidables. Il a fait enfin l'alien qu'il voulait. Hein, mais quelque part, dans le premier, c'était tellement mauvais parce qu'au montage, ils ont tout coupé. Et donc, on le voit à peine, et on ne verra jamais mieux. C'était génial. Il faisait pas. Bien sûr, c'est le seul. C'est le seul de bien. Non, c'est pas le seul de bien. Mais c'est juste que Alien 1, à ce côté, on ne voit jamais la bête. On n'en voit que des parties. Donc, c'est le summum de l'horreur. Après, à partir du moment où tu fais des suites, c'est plus intéressant, c'est le business. Et puis, tu avais quand même. Là, c'est ce qui a créé ce genre d'imagerie. Ils ont été chercher un acteur Giger, c'était quand même il a proposé une vision du truc qu'on n'avait jamais vu avant. Et puis il l'a mis, tu vois, il était là et ils étaient obligés de lui filer des coups de pied pour qu'il se barre, pour pas qu'il rajoute encore un petit bout d'os et tout ça. Tu vois, je l'ai rencontré moi dans un tout petit hôtel, on était assis sur le bord du lit, ils faisaient des selfies, j'étais le monde à l'envers, j'ai halluciné. On m'avait proposé un film, c'était que les héros c'était des bras et des jambes en même temps. Alors faire de l'émotion avec ça, c'était un peu compliqué. Et il était très touché parce que j'avais parlé beaucoup de lui dans les interviews. Ils n'avaient pas voulu que je l'embauche parce que dans Alien 3, il leur avait fait des aliens en forme de saxophone. Ils avaient pris une fortune pour ça, donc ils étaient un peu mauvais. Oui, Giger, c'est vraiment un spécialiste. Tu as vu son musée, toi, à Gruyère? Le musée à Gruyère? Oui, bien sûr. Oh, putain, moi j'étais à côté, ça m'ouvrait 2 heures après, je n'ai pas pu y aller. Si. Moi, je pense qu'il a créé de toute manière la bête la plus horrifique du cinéma parce qu'elle ressemble autant à l'homme. Elle a une étrange familiarité en fait qui nous met mal à l'aise. Et moi je me demande, je sais pas si c'est le cas. Mais... Tu vois, ils ont fait une super expo à Nantes là et tout ça, où il y avait les originaux. Ils étaient déjà au musée, puis ils avaient fait une expo où on a exposé à la Saint-Pierre. Mais tu avais les pintoches qu'il avait fait pour les aliens, tu vois. C'est des trucs de 2 mètres sur 2 mètres comme ça. Je l'imagine quand il a dû les montrer au producteur, avec le Fassbinder, les machins, tout ça. Tu es là, tu dis. Moi, je les ai vus à New York par hasard. Un jour, je marche, je tombe dessus. Je dis, oh putain, c'est pas vrai. Dans une expo? Oui, par hasard. Dans la jeunesse du projet, je me demande même d'ailleurs comment a réagi le public. Des fois, je vais au cinéma et c'est très souvent où je ne connais absolument rien du film. J'imagine la tête des gens qui sont allés voir Alien 1. Au cinéma, puis qui découvre un ventre qui se nous, c'est ce qui nous est arrivé. On faisait Bunker, le Chessbuster, là. Oui, mais est-ce que peut-être au bouche-oreille, peut-être que les gens en avaient déjà parlé avant de toute façon, moi, comme j'étais à Metal et tout ça, ils avaient fait un numéro spécial dessus. Tu vois, c'était un peu la famille quand même. Giger, il leur avait édité un super album. Un super bouquin, tout ça, moi je connaissais déjà Giger, ça n'a pas été une découverte, tu vois, Moebius, Dan O'Bannon, tout ça, ils faisaient partie de la famille Metal Hurlant quand même, tu vois, mais quand même... Et on faisait le bouquin tout de suite, et ça nous a fait flipper, on s'est dit, ça va ressembler. C'est ça. On était un peu parano, hein, parce qu'il n'y a aucun... Mais à l'époque, où on faisait le bunker, on nous aurait dit, mais t'en feras un alien, j'aurais fait bien sûr.
C'est fou quand on y pense. Et petite question aussi vis-à-vis de la Cité des Enfants Perdus, puisque elle va être là, va les présenter cet après-midi en restauré. Donc à partir de quel moment vous avez dit tiens on va faire celui-ci par exemple avant Delicatessen? Ah, ça c'est pas nous, c'est Sony Classic aux D'accord. États-Unis qui va le mettre dans une collection prestigieuse. Un gros coffret. Je n'ai pas le droit de dire quel film, mais c'est bon, c'est assez prestigieux. Et du coup, c'est Canal+, Studio Canal qui a les négatifs et tout ça, et ils ont décidé de le refaire, mais d'après le négatif. Et moi, j'ai dit tout de suite non, ça va jamais être aussi bien. Donc, ils ont fait des essais, c'était vraiment convaincant, parce qu'à l'époque, Darius Khondji avait utilisé un procédé qui était compliqué techniquement, qui amenait le contraste et la beauté, mais qui limitait. Marc était un peu malheureux parce qu'on ne pouvait pas avoir les rouges et les verts, des choses comme ça. Et là, qu'on perdait beaucoup. Et surtout, les noirs étaient bouchés. Et là, c'était miraculeux, tous les noirs se sont débouchés, et on a récupéré des détails dans tous les noirs. La matière. Mais c'est le même film, hein, c'est pas un esprit différent, mais c'est beaucoup plus beau. Finalement, c'est presque ce qu'on aurait aimé avoir. Avec le noir et blanc quand il y a eu tout à fait. colorisation. Et puis tu sais, c'est aussi un petit truc spécifique de Delicatessen, la cité, tout ça, c'est qu'il y a un aspect qu'on voit pas forcément souvent sur un intérêt des matières. Tu vois, les murs, la lumière frisante, les imprimés, les tissus, la peau, tout ça. Et là, c'est encore sublimé, quoi. Donc, c'est vraiment... Voilà, on est content, nous. Tu vois. Oui. Si on peut... J'ai pas vu le DCP, hein, j'espère qu'il y aura pas moi aussi, parce que des fois, d'étape en étape, il y a des surprises. Mais bon, c'est quand même sympa de pouvoir proposer à nouveaux spectateurs une version encore un peu plus peaufinée de ton truc, tu vois. En même temps, replonger 35 ans en arrière, à se retaper le boulot, c'est un peu... Ouais, c'est bizarre quand même. Ah ouais, c'est un peu chiant. Mais tu te dis, tu peux pas refuser, quoi. Forcément. Non, finalement non. Non, ouais. Et peut-être juste pour finir, est-ce que vous seriez prêt aussi à retravailler sur un film ensemble maintenant, prochainement? Est-ce que c'est quelque chose qui vous vient à l'esprit? Ouais, ça me semble difficile parce qu'on est parti dans des directions très opposées, quoi. Faudrait vraiment qu'on nous propose un truc qu'on peut pas dire non. Et puis il y a que, par exemple, il s'occuperait de la direction artistique. Aujourd'hui, ça me ferait chier de la laisser à quelqu'un d'autre. Moi, tu crois que je vais le laisser faire la direction des acteurs? Voilà, tu vois, c'est ça aussi. Non, mais c'est ça. C'est ça le truc. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses. Et puis, pour notre public, vous pouvez leur dire à bientôt sur MAG. À bientôt sur MAG. À bientôt sur MAG. Alors. Allez, merci.